Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un grand merci d'être là. L'association Corps et Psyché est ravie d'ouvrir en tous les cas nos réflexions à travers ce nouveau dispositif pour nous, hein, il n'est pas nouveau pour tout le monde, du webinaire. Donc c'est plutôt une grande satisfaction. Et le webinaire de Corps et Psyché, on l'a pensé comme une ouverture, un prélude, un préquel, peut-être on pourrait dire, à la journée d'études qui nous réunira, j'espère l'essentiel d'entre vous, qui semble intéressé en tout cas par cette question, le 29 mars à Paris. Peut-être Jérôme tout à l'heure va en dire un mot sur les thématiques d'image du corps, de contre-transfert corporel et de réflexion en tout cas sur la notion d'image du corps. Pour pas être trop long et surtout pas trop formalisé, en tant que président, je vous salue et je vous accueille toutes et tous. Peut-être pour rappeler juste que l'association Corps et Psyché tire des fils, met au travail, fait grincer cette problématique du corps et des liens corps-psyché en psychiatrie, en psychopathologie, en psychanalyse, en psychomotricité et au fond dans tous les espaces qui nous aident à penser, mais qui imposent au fond la question du corps et d'une réflexion sur les liens corps-psyché. Et après beaucoup de congrès, de colloques, de publications, cette journée est une deuxième journée qui revient sur l'objet image du corps, qui est un objet central à notre problématique et en même temps un point de fuite, peut-être un objet à mettre au travail, en débat. Et ben, c'est tout l'objet de ce préquel de ce soir où on va réfléchir grâce à Laurent Branchard et Jérôme Boutineau. Donc, je leur passe la parole très directement et tout à l'heure, on reprendra un peu le micro pour peut-être débattre et discuter à partir de cette présentation. Donc, merci encore à vous tous d'être là. Jérôme, donc, si tu peux entrer dans le vif du débat et présenter cette soirée. Oui, bah, je vais le faire avec grand plaisir et d'autant plus grand plaisir qu'en effet, nous sommes assez nombreux et que c'est une satisfaction, je pense, pour les organisateurs de cette soirée que nous sommes. Bah, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce webinaire. Donc voilà, me présenter rapidement. Je suis Jérôme Boutineau, psychomotricien, psychologue clinicien, maître de conférences HDR à l'université Paris-Cité et membre titulaire du laboratoire PCPP, psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse. Donc, Fabien Joly et moi-même sommes les coordinateurs d'une journée dont vous avez certainement eu écho via plusieurs envois que vous avez peut-être reçus par des billets, des trajectoires différentes autour de l'organisation d'une journée qui aura donc lieu le 29 mars prochain sur l'ensemble de la journée. C'est un samedi à Boulogne-Billancourt, à l'Institut de psychologie de l'Université de Paris, et où donc cette journée se situe dans l'écho, dans le sillage d'une journée qui a eu lieu il y a quand même déjà quelques années, où on avait déjà travaillé cette question de l'image du corps et des représentations corporelles sous un angle plus psychopathologique. Il y avait là aussi un ouvrage qui avait été publié, adossé à cette première manifestation scientifique, et l'idée c'est de nous retrouver quelques années plus tard, pas forcément pour reprendre les choses là où elles étaient, mais pour continuer à avancer sur le plan conceptuel et sur le plan clinique, en proposant de nouveaux axes de travail, de théorisation, de partage de cliniques autour de cette thématique du corps, sous des angles, j'ai envie de dire, qu'on a essayé de penser un petit peu novateurs, différents. Donc je pense que vous avez déjà reçu le programme que je ne vais pas commenter, reprendre en long, en large et en travers pour pas emboliser la présentation de Laurent Branchard à venir, mais en tout cas, voilà, vous êtes bien entendu tout à fait invité à venir nous rejoindre pour partager de vive voix in situ et donc pas de façon virtuelle comme ce soir nos réflexions et échanger avec nous, en sachant, je le rappelle, si vous ne l'avez peut-être pas forcément bien identifié, qu'en plus à l'occasion de cette journée, il y aura donc un livre qui sera distribué aux différents participants en avant-première qui reprend à la fois les écrits des intervenants et des écrits complémentaires, supplémentaires, le livre comportera un certain nombre de contributions qui ne nous a pas laissé la possibilité de faire intervenir tout le monde directement à la journée, mais donc ça veut dire qu'en plus des thématiques qui seront abordées à l'oral par nos intervenants, vous trouvez un certain nombre d'écrits périphériques toujours liés à cette thématique de l'image du corps. Alors, comme le disait très justement Fabien Joly, l'idée, c'est de vous mettre un peu en appétit, on va dire les choses comme ça, pour utiliser ce type de métaphore, alors là, on va pas faire intervenir plusieurs personnes, bien entendu, on a souhaité, et il a répondu
positivement à l'appel que Laurent Branchard nous propose, on va dire, une première base de réflexion, de travail, qui va nous servir un peu de sas par rapport à la journée qu'il y aura après. Et Laurent a souhaité peut-être en effet éviter et c'est vrai que pour un webinaire, il faut être un peu attentif à ces éléments-là, pas forcément charger la barque, comme on dit, avec des choses extrêmement théoriques, pointues, poussées, qui quelquefois nous amènent peut-être à décrocher sur le plan intentionnel et peut-être encore plus quand on est en webinaire. Hein. Donc il y a plein d'aspects théoriques qu'on abordera bien entendu de vive voix lors de la journée du 29. Mais là, Laurent, à la fois pour des raisons de forme, mais aussi bien entendu pour des raisons de fond, tu as souhaité nous proposer ce soir une réflexion pour ouvrir le champ sur cette thématique des représentations corporelles et de par quel biais on les aborde sur le plan terminologique, schéma corporel, image du corps ou autre, par le biais de la clinique, hein, et notamment de situations cliniques que tu as partagées avec nous. Et donc, ça va nous donner une base, je pense, tout à fait solide et intéressante pour commencer à débattre et planter le décor par rapport aux échanges que nous aurons bien plus approfondis par la suite lors de la journée du 29 mars. Donc, je présente Laurent Branchard pour les personnes qui ne le connaîtraient pas. Laurent, comme pas mal de personnes hein, dans notre association Corps et Psyché, a une trajectoire où il a été psychomotricien dans un premier temps. Il est ensuite devenu psychologue clinicien. Il est psychanalyste en formation à la Société psychanalytique de Paris et il est aussi maître de conférences en psychologie clinique à l'Université de Toulouse. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage, alors je le montre comme ça, mais comme vous voyez, il y a un effet miroir qui fait que vous n'allez pas bien voir le titre. Donc je vous le partage à cette occasion. Donc Laurent, il y a quelques temps, a publié un livre dans la collection Ouverture Psy, chez une presse, qui s'appelle Le corps comme seuil entre soi et le monde, où justement il propose une perspective décalée, originale par rapport à la façon dont on peut envisager le corps dans la clinique, qui justement essaye de s'affranchir, d'ouvrir sur une perspective un peu nouvelle par rapport aux abords un peu classiques, hein, psychanalytiques, et puis en référence au schéma corporel et à l'image du corps. Donc c'est un ouvrage tout à fait intéressant que je vous invite à visiter si la thématique en question qu'on traverse ce soir et qu'on va mettre au travail vous intéresse, et qui a vraiment la très grande qualité, j'ai envie de dire, de bien poser les bases du débat et de proposer des alternatives, des ouvertures sur le plan théorique dans un périmètre où, ça on aura peut-être l'occasion d'en parler, on a l'impression quelquefois qu'on est un peu coincé, un peu à l'étroit avec nos héritages théoriques, schéma corporel, image du corps ou autre, et qu'on aimerait bien justement retrouver une forme de respiration, d'ouverture à travers d'autres concepts, et Laurent œuvre vraiment dans ce sens-là. C'est ce qu'il va partager avec nous ce soir, bien entendu, mais vous retrouverez aussi justement de nombreux éléments théorico-cliniques tout à fait passionnants et intéressants sur un pas d'ouverture, j'ai envie de dire, sur cette question du corps, dans son ouvrage qui s'appelle donc Le corps comme seuil, voilà, et qui est publié chez une presse. Laurent, on te laisse la parole pour justement voilà, nous partager, commencer à partager avec nous tes réflexions sur le sujet. Et puis ensuite, quand tu auras fini, bon, j'entamerai la discussion avec un certain nombre de points que j'avais envie de partager, de débattre avec toi. Et après, les autres collègues de Corps et Psyché et bien entendu les participants qui sont avec nous pourront aussi m'emboîter le pas pour discuter ta présentation. C'est à toi. Merci. Merci Jérôme. Bonsoir à tous. Si vous laissez vos caméras ouvertes, j'aurai l'impression d'être avec vous, de ne pas être tout seul. Je vous en remercie d'avance. Alors, en guise de mise au point, je pense que la mise au point plus théorique attendra le mois de mars. Ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est plutôt une mise en question, et je vais essayer de discuter, selon moi, d'une impossibilité, telle que je vais vous le proposer, de distinction conceptuelle et clinique des concepts de schéma corporel et image du corps, pourtant quand même qui sont des repères et qui semblent très acquis et très solides pour nous tous. Selon moi, le risque de
de vouloir les distinguer, c'est un risque d'entretien de malentendus et de stéréotypes théoriques et cliniques, si on conserve ces deux concepts en pensant pouvoir les séparer ou en les mettant en communication. Mettre en communication, c'est déjà reconnaître une séparation. Il y a ce même piège avec corps et psyché. Si on veut faire dialoguer corps et psyché, on induit implicitement une séparation. Pour autant, j'ai toujours du mal à m'en sortir parce que je suis toujours en difficulté. Je veux à la fois renoncer à un monisme un peu simpliste, qui assimilerait corps et psyché, et je veux aussi me défendre d'un dualisme radical qui distinguerait les choses de façon séparée. Alors, j'ai appelé quelqu'un à l'aide, qui est Vézal, donc anatomiste du XVIe siècle, et peut-être que lui, il nous proposait déjà ce que je vais essayer de vous proposer ce soir. Je vais tenter un partage d'écran, on va voir si Vézal arrive. Tac, tac, tac. Tac, raté. Bon, Vézal n'arrive pas. Ah, peut-être là. Zut, Roland, ça ne marche plus ce qui marchait tout à l'heure. Et oui, ça fonctionnait très bien tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Si tu trouves la pièce jointe, que tu arrives à la mettre en partage. Allez, j'essaye de regarder ça très vite. Je vais continuer de rouler, tu nous tiens au courant? Ouais. Bon, très bien. On verra si Vézal vient nous aider. Donc, de façon un peu expéditive, hein, pas très théorique, je vais vous dire très rapidement ce que j'ai pu comprendre de schéma corporel et image du corps. Et je vais aussi vous dire d'où je parle. Ah, voilà Vézal qui arrive. Alors, voilà Vézal, les planches anatomiques du XVIe siècle. Si vous voyez, si tu peux défiler petit à petit les quatre de temps en temps. Vézal ne nous présente pas du tout les planches anatomiques de façon figée que vous connaissez. Peut-être De Vinci avait un peu pigé la chose, mais Vézal le présente encore mieux, avec ses écorchés en situation, disons, de mouvement corporel, etc. Je pense que là, il y a la perception d'une chose qui est que le corps physique, pour le dire crûment, le jus, les os, la viande, ne peut pas être séparé d'une vie psychique ou relationnelle, voire douloureuse, n'est-ce pas? En tout cas, d'enjeux, de mouvements, quelque chose qui ne peut pas être figé et quelque chose qui ne peut pas se résumer à l'anatomie descriptive. Donc, si je continue de rouler sur mes repères, je vais vous parler de trois endroits. Un premier endroit, ce sera la psychomotricité qui reconnaît la complexité du corps en relation. J'espère ne pas faire injure à Ajuriaguera. Il y a d'autres modes qui s'appellent toujours psychomotricité ou qui pensent pouvoir s'appeler psychomotricité qui ne s'intéressent pas trop à cette complexité-là. L'autre endroit théorique, c'est la métapsychologie freudienne. Et il y a un troisième endroit essentiel, c'est ma pratique clinique et mon expérience clinique, qui se soucie de l'enjeu du corps en relation, et vous l'avez entendu tout à l'heure, avec une formation initiale de psychomotricien. Donc, petit rappel rapide, schéma corporel et image du corps. Ça va être très expéditif pour pouvoir ensuite vous proposer deux vignettes cliniques, selon moi, très différentes, mais pour tenter d'argumenter, j'espère, dans mon sens. Pour le dire très très vite, un schéma corporel serait très dépendant de l'équipement et du fonctionnement physiologique du sujet. Donc on a là les enjeux de neurologie, de physiologie, d'anatomie fonctionnelle, qui pourraient nous permettre de comprendre comment un sujet se représente son corps, l'utilise dans son rapport à l'environnement, en conscience ou pas trop en conscience, même si là, quand c'est pas conscient, je ne crois pas qu'il s'agisse du même inconscient que celui dont on parle en psychanalyse. Et en tout cas, en relation, selon les enjeux de la relation, de la motivation, de l'action à réaliser. Donc voilà, grosso modo, s'il fallait délimiter schéma corporel, où nous pourrions en être de façon expéditive. Donc sur ce modèle, quand je fais du ski, mes skis font quand même partie de mon schéma corporel. Et quand je fais la course en ski, mes skis font toujours partie de mon schéma corporel en relation avec le camarade avec lequel je fais la compétition de ski. Les enjeux d'apprentissage, de plaisir, de déplaisir, d'émotion, d'ajustement, sont au rendez-vous du concept, hein, ce n'est pas que de la technique non plus. Je me représente mon corps et je me représente l'utiliser en relation avec le monde, avec ou sans congénère. Et dans l'idée de schéma corporel, il y a bien sûr l'idée qu'il s'agit d'une construction, ce n'est pas quelque chose qui est donné d'emblée. Voyez bien,
le bébé n'a pas le même corps, donc n'aurait pas non plus le même schéma corporel que le même personnage à d'autres moments de sa vie. Donc je fais semblant de délimiter, je vais faire semblant d'argumenter sur des choses que je veux pourtant dénoncer par ailleurs. Je passe à l'image du corps de son côté, qui puiserait davantage d'inspiration du côté de l'épistémologie psychanalytique, dépendante d'enjeux très narcissiques, puis de relations d'objets plus secondarisées, mais on a là les enjeux de l'idéal, de satisfaction pulsionnelle. Le corps réel, bien sûr, il est impliqué, puisque les représentations narcissiques viendraient largement puiser dans les enjeux de relation et de satisfaction des besoins. La pulsion naît des premiers besoins vitaux. Donc le corps réel est quand même au rendez-vous. Par exemple, le bébé prématuré, en danger de mort physique, se voit infliger un haut régime de masochisme et d'angoisse, et donc ça l'engage dans des conditions, un cadre particulier de construction d'image du corps, un corps probablement d'abord vécu comme souffrant, menaçant, fragile, plus ou moins en rapport avec des figures plus ou moins secourables. Bien sûr, là c'est un exemple, mais vous pourrez trouver toutes les configurations dans vos expériences cliniques. Donc l'image du corps serait sous influence d'expériences précoces de satisfaction, frustration, ainsi ensuite et ou de réception d'enjeux d'idéaux, c'est-à-dire que le bébé humain reçoit aussi des projections de certains idéaux de ceux qui s'occupent de lui, corps à corps, la façon dont les adultes manipulent, portent, embrassent, que sais-je encore, nourrissent leur bébé, est déjà moteur de circulation d'idéaux et d'enjeux d'image du corps. Et donc, il y a là un système d'identification et de colonisation des fonctions corporelles par la vie psychique avec des enjeux bisexualisés qui se construisent jusqu'à ce que certains puissent concevoir une image du corps, mais qui se construisent et qui se transforment à nouveau vie durant. Un élément dans mes souvenirs cliniques, c'est d'entendre par exemple en réunion de synthèse un clinicien qui nous montre le dessin d'un enfant et qui nous dit, voyez, à partir de ce dessin, je vous dis que cet enfant, il a un schéma corporel comme ci ou comme ça. Voici un raccourci théorico-clinique, stéréotypé, qui m'inquiète beaucoup, et son autre collègue clinicien lui dit, mais oui, mais moi je lui ai fait un test de Rorschach, et donc il a une image corporelle comme ci ou comme ça. Là, il me semble que justement, c'est là qu'on risque de se prendre les pieds dans les tapis de stéréotypes, c'est-à-dire qu'on utilise quelque chose, un matériel clinique émis par un sujet, un patient, et on tente une traduction qui colle bien avec des repères théoriques a priori que l'on a déjà, mais peut-être bien que le dessin et le Rorschach du moment ne sont pas le dessin et le Rorschach du lendemain. Donc, pour tenter d'aller à la clinique, j'ai choisi 2 vignettes cliniques très différentes. On va parler d'un jeune adolescent, je ne sais plus quel âge il a, je crois qu'il a 14 ans quand je le rencontre. Il a 11 ans quand je le rencontre. Et je vais vous parler d'une jeune octogénaire que je rencontre dans un autre cadre. Je vais commencer par la jeune octogénaire. Donc, je rencontre Réa. Donc, vous allez entendre aussi, le cadre des rencontres est très différent. Je rencontre Hector en CMP, enfant-adolescent, et je rencontre Réa à mon cabinet en ville. Donc, je rencontre Réa qui a un peu plus de 80 ans. Elle me séduit d'emblée, Réa, par une espèce de vivacité, de jeunesse relationnelle, probablement soutenue par un premier travail analytique quand elle a une quarantaine d'années. Une jeune femme mince, alerte, qui a des cannes quand même pour se déplacer. Elle veut être accompagnée pour un changement de vie. Elle vient de se séparer du 3e homme de sa vie. Et elle veut être accompagnée dans ce changement. Et il y a un autre changement à venir qui est qu'elle est inscrite, elle sera bientôt admise dans un centre pour personnes âgées autonomes en attendant qu'une place se libère. Vous entendez déjà comment j'entends moi qu'une place se libère dans ce type d'établissement. Nous nous entendons rapidement pour un rendez-vous de 45 minutes par semaine. Et Réa se met très vite au travail. Il y a une association assez libre et spontanée. Je vois le bénéfice probablement de son fonctionnement psychique, mais du travail qu'elle a pu faire précédemment. Elle ne garde aucun souvenir de son père.
qui a été tuée dans les premiers combats de 1940. Et elle se dit écrasée par sa mère. Écrasée, alors elle se met la main au ventre au moment où elle dit écrasée. Elle se met physiquement, elle porte sa main sur son ventre. Et donc je lui en fais la remarque et elle me dit que elle parle des contraintes vécues, des corsets qui serraient le ventre, des exigences de sa mère pour bien présenter, se trouver un mari convenable. Voilà. Elle a aussi une construction, une imago paternelle très construite à partir de ce que sa mère lui a raconté de son père et aussi à partir d'un oncle, un frère du père. Donc elle a vraiment une représentation d'un père qui existe, même si elle a eu très peu d'échanges réels physiques avec cet homme. À un moment donné, Réa évoque en particulier les tensions avec sa mère, qui refuse absolument que Réa fréquente un homme, sauf si c'était pour viser le mariage. Et Réa, voyant en cachette un homme, une fois par semaine, un peu moins d'une heure, me dit-elle. Donc, vous avez entendu le cadre que j'ai avec Réa, donc j'en profite. Là, à ce moment-là, on a quelques mois de travail. Je lui dis, nous désobéissons à votre mère, madame. Elle me dit, comment ça? Nous nous voyons 3/4 d'heure chaque semaine, nous n'avons même pas encore fixé de date de mariage. Réa se redresse, soupire, alors éclate de rire, se redresse, soupire. Donc, en termes de posture, pour cette femme qui porte des cannes, il y a une espèce d'érection du corps, de reprise de quelque chose. On vient quand même parler de ses rencontres, de sa vie amoureuse cachée des parents quand elle a une vingtaine d'années. Donc là, c'est le moment où je vais commencer à tricher un peu avec vous. Je vais essayer de vous dire des interprétations en termes de schéma corporel ou d'image du corps, telles que je ne les pense pas. Première lecture. Les perceptions. Ah oui, alors, chose un petit peu essentielle aussi, cette érection du corps, on peut la mettre en rapport avec une autre chose, c'est qu'au fur et à mesure de notre travail, Réa, qui avait aussi un travail en kinésithérapie, est venue au rendez-vous sans canne. Alors, je parle de la kinésithérapie parce qu'il n'y avait pas que notre travail, mais aller chercher des octogénaires qui se promènent sans canne et qui, au bout de quelques mois, peuvent se déplacer sans canne. Donc, première lecture, je crois artificielle et stéréotypée, donc. Les perceptions du corps réel en relation, chez Réa, en relation avec moi, sont mises au travail avec une prise de conscience, une reprise de la façon dont Réa habite son corps. Nous sommes en plein travail de schéma corporel. Elle parle de quelque chose de façon plus assurée, elle se redresse physiquement, elle a conscience d'un certain nombre de choses qu'elle met en lien avec d'autres éléments. Lecture que je trouve simpliste. Seconde lecture, tout aussi simpliste, selon moi. Nous sommes en plein enjeu d'image du corps, qui lie les façons dont Réa fut portée, soignée, éduquée. Elle s'est construit un narcissisme, des idéaux, une névrose infantile. Vous avez entendu les contraintes de la mère, le corset, etc., la bonne éducation qu'il faut respecter. Donc elle se construit toutes ces choses-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Narcissisme, idéaux, névrose infantile, dans laquelle elle se débat encore en transfert avec moi, d'où l'interprétation que je lui propose. Et troisième option, schéma corporel et image du corps sont assez intriqués ici pour penser difficilement une séparation, une distinction des choses. Et la quatrième option que je vous propose ce soir, et j'essaierai d'enfoncer le clou au mois de mars, reconnaître la complexité clinique d'un sujet pour considérer que corps et psyché, la complexité de Réa, sont ensemble mobilisés et Réa se poursuit sa construction subjective complexe qui implique ses représentations du corps de façon générale. C'est-à-dire je renonce à distinguer schéma corporel et image du corps. De la même façon, dès qu'une ambivalence apparaît, alors Réa, elle est très active dans tout un tas d'associations, etc. Donc elle est très embêtée quand elle se fâche avec le président de l'association, de la conservation des livres, etc. Dès qu'une ambivalence, un conflit comme ça apparaît, Réa est persécutée par une espèce de souvenir. Son souvenir, c'est qu'on est dans le Paris de 1940 ou 41, elle ne sait pas trop, elle a autour de 5 ans. Tout le matin, sa mère est partie travailler, au mois de janvier. Il fait moins 10, moins 15. Et elle se retrouve enfermée dehors. On ne sait pas dans la réalité ni dans le fantasme qui a fermé la porte. En tout cas, on a cette jeune fille de 5 ans qui se gèle au mois de janvier dans Paris occupé de la Deuxième Guerre. Dans son souvenir, il y a un gentil monsieur avec un bel uniforme et une casquette qui recueille la jeune enfant en larmes,
qui lui fait passer la journée dans les bureaux SS attenants de l'immeuble. Et dans son souvenir à elle, elle joue avec ces gens-là. Elle passe une journée très agréable dans un bâtiment chauffé où on lui offre un chocolat chaud magnifique. Un chocolat chaud en 1940 à Paris, il n'y a pas grand monde qui a pu avoir droit à ça. Et donc Réa dit la tension, le conflit qu'il y a entre ce que les SS représentent pour elle, de désastre et de destruction, ce qu'elle a aussi compris intellectuellement plus tard, et pourtant ce qui représente aussi dans son souvenir, dans son expérience avec ces gens-là, chocolat chaud, plaisir, jeu incorporable. Elle a réussi à dire la journée la plus tendre de la Seconde Guerre mondiale, peut-être de toute son enfance pour elle. Donc j'entends condensation d'images parentales ambivalentes, une image terrifiante qui peut-être quand même peut proposer des bonnes choses et être sécurisante et agréable, dont on continue de se méfier, et qui peut correspondre à des imagos maternels et ou paternels. Ce souvenir est assez souvent évoqué à mes retours de vacances, c'est-à-dire que toutes ces circonstances où c'est moi qui m'absente, c'est moi qui lui claque la porte, et il faut bien qu'elle s'en sorte d'une autre façon, et tout ça se calme un petit peu quand elle retrouve quand même la crainte et aussi la chaleur transférentielle à mon cabinet. Je ne lui ai pas offert de chocolat chaud pourtant. Tout ça pour vous dire, alors je vous donne quand même une référence théorico-pratique, celle de Charazak, qui soutient également que les images parentales, les imagos, se transforment en lien avec la dépendance, dorénavant liée aux enfants. Quand une personne âgée vieillit, elle se retrouve à nouveau dépendante. Mais ces imagos continuent de se transformer, décidément, vie durant, jusqu'au dernier moment. Pendant une de mes absences, Réa se rend chez son médecin généraliste pour un contrôle de routine. Elle fait une espèce d'attaque de panique au moment d'entrer dans le cabinet, comme elle peut en avoir lors de mes absences, et elle chute en approchant le cabinet médical. Elle se casse la figure. Donc, je ne vais pas tout à fait répéter ce que j'ai avancé dans le premier exemple, mais entre schéma corporel, façon d'habiter un corps qui se transforme à 84 ans, voir ou ne pas voir les obstacles, ajuster ses mouvements pour aller en relation avec quelqu'un de bienveillant, versus une chute, donc là, on est du côté des images du corps, on me claque la porte au nez, on me laisse tomber, et je tombe également physiquement dans une espèce d'acte manqué, plus ou moins signifiant. Voici à nouveau, de façon trop simpliste, deux lectures que je voudrais tenter de dénoncer. Bon. Je vous présente ce réductionnisme pour essayer de le remettre en cause, en vous redisant un petit peu les enjeux dont elle parle. C'est-à-dire qu'elle tente bien d'habiter un nouveau corps, ça elle en parle, elle arrive à le dire. Selon des contraintes qui s'accumulent, elle parle de pertes, elle parle de petites pertes, mais successives, c'est-à-dire par exemple, quand elle a réussi à avoir ce médecin, elle disait qu'elle arrivait à dire que ce dont il est question, ce n'est pas de grandes pertes, mais de petites pertes successives, et dont on sait bien qu'il n'y aura pas d'amélioration, c'est-à-dire que le statu quo est une bonne nouvelle, telle qu'elle en parle. Dans sa chute, comment dissocier perception, conscience ou non-conscience des nouveaux enjeux du corps du lâchage relationnel, transférentiel et d'un espèce d'acte manqué avec une chute réelle au moment où je suis absent. La relation est tout à fait dynamique, c'est-à-dire elle s'affirme aussi en contradiction. Quand je lui propose des interprétations, elle ne fait pas que éclater de rire. Le transfert et la relation avec moi est au travail et arrive à un transfert tempéré avec moi, avec ces modulations d'image parentale jusqu'au bout et sous menace de mes abandons. C'est-à-dire qu'à chaque fois de mes abandons, il y a cette espèce de risque quasiment mélancolique parfois, c'est-à-dire que tout pourrait s'arrêter. Et c'est bien la mort qui clignote et qui menace, avec dans la même période son frère qui est en train de mourir, c'est-à-dire que à la fois elle a des pertes qui se réactualisent dans sa vie quotidienne, donc
Mes absences réactualisent les pertes actuelles et réactualisent bien sûr à 84 ans toutes les pertes passées. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les deuils passés qui sont en question et aussi la haute fréquence de deuil actuel. À 80 ans, on enterre plus de monde qu'à 20 ans. Dans la caricature, tout ça pour vous dire quand même que je me méfie de toute interprétation ou de liaison de causalité linéaire. Je vous ai parlé dans l'introduction de complexité. Par exemple, une faiblesse musculaire, quand bien même elle est réelle, hein, à 80 ans, une faiblesse musculaire ne crée pas plus d'angoisse d'abandon que l'inverse, même si pourtant tout ça peut cohabiter. Dans cette complexité subjective-là, moi je vous propose d'adapter l'unique, très subjective, corps et âme, renonçant à la distinction schéma corporel et image du corps. Par exemple, c'est la seule patiente pour laquelle j'avance le fauteuil, pour qu'elle signe son chèque, j'avance le fauteuil devant le bureau pour qu'elle signe son chèque à l'âge qu'elle a. Elle est très en difficulté pour remplir un chèque sans s'appuyer sur quelque chose. Donc, on peut aussi penser un passage à l'acte de ma part, mais il me semble que dans les adaptations subjectives et les enjeux transférentiels qu'il y a avec elle, ça a du sens d'approcher le fauteuil pour lui permettre de signer son chèque au bureau. Je ne le fais pas pour d'autres patients. Voilà, si vous voulez bien, nous laissons rien de côté. Je suis pas, ça va, je ne suis pas trop... On a du temps? Ah oui, ça va. On change de décor, un décor assez différent. Nous allons en CMP, dans lequel je rencontre Hector. Alors, je l'ai appelé Hector parce que devant les murs de Troie, Hector est en combat avec Achille. Et le combat est tellement long qu'ils finissent épuisés les deux et qu'ils conviennent tous les deux de terminer sur un match nul, n'est-ce pas? Et ils se donnent même un cadeau en signe de respect. Hector choisit d'offrir son épée à Achille. Donc quand je rencontre Hector, il a 11 ans, on est en CMP. À ce moment-là, dans mes souvenirs, il me semble même que ma fonction officielle est celle de psychomotricien. Je ne suis pas très sûr. Je crois que oui. Hector, il vient parce qu'il est un peu conduit là par ses parents. Il a entendu la plainte scolaire et parentale, c'est-à-dire qu'il ne se concentre pas. Sa mère dit qu'il ne fout rien. Et son beau-père évoque aussi le fait qu'il amuse la galerie. Il fait l'imbécile. Hector en convient un petit peu. Plus le groupe est grand, plus Hector attire l'attention à lui, britage, il frappe les sacs, il frappe des camarades, et il n'accomplit aucun travail scolaire, ni au collège, ni à domicile. La mère est désemparée, et ce qu'elle apprend, Hector n'en dit rien, ce qu'elle m'apprend dans les premiers rendez-vous, c'est que le père d'Hector a été incarcéré dans les tout premiers mois de vie de Hector, puisqu'il était violent avec sa mère et avec Hector, qui a été sauvé in extremis par une chirurgie qui a imposé une ablation du pancréas. Hector ne sait rien d'autre, n'a rien d'autre à proposer, n'entend rien d'autre comme représentation paternelle qu'un père qui a frappé tout le monde et qui a failli le tuer aussi à lui. Apparemment, il ne sait rien d'autre. Il veut bien venir en rendez-vous avec moi une fois par semaine, même s'il y est traîné par sa mère, mais il m'avertit, je vous avertis, ça, on n'en parle pas. Ça, c'est ce dont vient de parler de sa mère, du père qui l'avait violenté. Donc me voilà averti, nous commençons à travailler avec Hector une fois par semaine. Alors Hector commence par faire deux types de choses. D'abord, il est spécialiste de l'Égypte ancienne. Le point commun entre les deux vignettes cliniques, ça va être la chute, puisque quand même, ce qui l'intéresse beaucoup, lui, ce sont les constructions qui tiennent ou qui ne tiennent pas chez les Égyptiens, comment ces temples et ces pyramides arrivent donc à tenir, et l'autre chose, comment les chats arrivent-ils à retomber toujours sur leurs pattes, sauf ce chat qui était tombé de je ne sais plus quel étage et qui s'était quand même tué en tombant. L'autre chose qui l'intéresse, c'est de dessiner, alors je le laisse libre de dessiner, et il dessine beaucoup des armes. Quelques armes à feu, beaucoup d'armes tranchantes. Et il peut dire un petit peu dans sa vie de tous les jours de choses qui l'inquiètent. Les portes et les armoires, ça tient ou ça ne tient pas, ça l'inquiète. Et les chats qui retombent sur leurs pattes, ça tient ou ça ne tient pas. Ah oui, celui-là, je vous en ai déjà parlé. Il était mort en sautant du 6e étage.
Hector arrive à me dire que si un jour il devait se suicider, il essaierait de se suicider de cette façon-là. J'entends quelque chose de très dépressif, voire mélancolique, que Hector ne peut formuler de façon plus explicite. Pour relier verbalisation à expérience motrique de façon dynamique, je propose quelques lectures de ces éléments. Ce qui tient ou ce qui ne tient pas, particulièrement le corps propre, parce que dans sa façon d'amuser la galerie, il se jette sur les sacs, il tombe lui-même, Hector. Ce qu'il a aussi fait dans quelques jeux avec moi. Donc, ce qui tient ou ce qui ne tient pas semble quand même une préoccupation particulière pour Hector. À nouveau, comment dissocier schéma corporel, perception d'un corps plus ou moins solide, qui tient ou qui ne tient pas, d'aspect image du corps, angoisse archaïque ou pas archaïque, dépressive, plus ou moins mélancolique, réactivée, en relation plus ou moins sécurisée avec le contexte relationnel et répétée dans le transfert. Face à quelqu'un qui peut aussi nous violenter, nous faire tomber. Moi, j'entends quelque chose comme ça dans le transfert. Dans un autre matériel clinique, alors il y a un autre matériel clinique qui revient de temps en temps, c'est que Hector propose de dire ou de jouer avec le matériel qui est là. Alors il trouve des balles, il trouve des mousses, etc. Un personnage qui régulièrement est violenté, et Hector de commenter, c'est bien fait pour sa gueule. J'ai beau proposer à Hector des développements, ce qu'il entend par là, Hector ne propose rien spontanément et n'associe sur rien. Il évoque juste de la colère envers quelques camarades. Donc ça, c'est le seul lien qu'il fait avec le bonhomme violenté. Et il compare avec un camarade qui est son meilleur ami, et lui ne sera jamais frappé. On entend encore les idéaux et les images renversées. Hein. Tout agressif, c'est bien fait pour sa gueule, ou celui-là, on n'y touche pas. Dans un des rendez-vous, il introduit la nécessité, finalement, il se dit que ce dont il a besoin, lui, c'est de mettre des freins pour ne pas aller trop loin. J'entends encore l'excitation qui déborde, qui pourrait faire tomber. Mais à nouveau, Hector ne précise pas ce que serait ce « aller trop loin hein. ». En fait, il commence à associer, puis il me dit, là, j'oublie. Je ne sais pas, je voulais vous dire quelque chose et j'oublie. Je me demande qu'est-ce qui refoule, qu'est-ce qui arrive, qui vient un petit peu du côté du préconscient, dont il commencerait à sentir quelque chose qui vient se dire, et puis qui est immédiatement refoulé avec cet oubli que je crois sincère à son il ne sait plus. C'est à ce moment-là que dans notre travail, Hector trouve ce que certains appellent des frites de piscine. Vous voyez, ces bâtons en mousse qui sont utilisés en piscine. Alors évidemment, ils ne sont pas là par hasard, c'est bien moi qui ai mis ça dans le placard. Hein. Donc, il trouve dans le placard 2 frites et débute une proposition de médiation type escrime à son initiative. Il dit, on pourrait faire la bagarre. Donc j'accepte. Alors bien sûr, il a fallu quelques temps pour qu'on se mette d'accord sur quelques règles. Hein. C'est-à-dire qu'au risque du corps en relation avec ce débordement d'excitation et de menaces d'agressivité, moi, il m'a fallu quelques instants pour aussi me mettre au clair avec lui sur les règles. Donc, règles d'arrêt, on s'est mis des cerceaux chacun de son côté, on a instauré les rituels comme dans les sports de combat finalement. Bon, ce rituel, cette médiation dure assez longtemps, il gagne, il perd, on met fin, il n'a toujours rien à dire à l'issue de ça. Au moment d'une séance, ça fait longtemps hein, qu'on fait cette médiation. Hector perd le premier combat, selon les règles que nous nous sommes données. Et là, je vous cite Hector qui dit « Bon, j'ai perdu, il me faut une vengeance. » Moi, je suis interpellé, je lui demande « Une vengeance ?» Il me dit « Oui, non, je veux dire une revanche. » Je relance, tu as bien dit vengeance pourtant. « Ouais, bon, c'est pareil, » qu'il me dit. Et moi, je me permets de relancer que moi, je pense que c'est un peu différent. Dans cette vignette, à nouveau, je vais essayer de vous proposer des lectures auxquelles je ne crois pas du tout. Donc, je scinde ma conceptualisation à nouveau de schéma corporel et image du corps. Lecture simpliste côté schéma corporel. Hector, en confiance dans une relation avec moi, peut jouer de l'attaque-défense, peut supporter un peu mieux d'attaquer, d'être attaqué, si bien même que j'ai remarqué depuis quelque temps qu'il est un peu plus précis pour envoyer les touches façon escrime. Au niveau proprioception, il a gagné en schéma corporel, hein, il est devenu bien meilleur. Il est plus solide, il assume mieux posture, mouvement, jeu agressif. C'est vrai que cet adolescent, qui était un peu voûté au début, se tient un peu plus droit depuis quelque temps.
peut-être depuis qu'il y a quelque chose de l'agressivité qui peut se jouer, se supporter dans un cadre particulier. Ça, c'est l'hypothèse que je vous propose. Côté image du corps, vivre par une mise en acte comme ça, presque en psychodrame, de façon symbolisée et cadrée pourtant, l'agressivité dans la rencontre permet d'éprouver que l'objet n'est pas détruit. L'objet ne s'effondre pas, quoique je lui adresse ma pulsionalité agressive, il ne me détruit pas en représailles, on se retrouve au retour des vacances. Un sentiment continue d'exister, se conforte par ce point, ainsi que par l'alternance de nos rencontres, on se retrouve, j'accepte de rejouer la scène, mais chacun de nous survit, le prendre soin se poursuit, et nous pouvons co-construire des significations, quelques significations symboliques dans nos échanges. Puisque dans la suite, il y a eu un petit sevrage de ce jeu, puisque Hector s'est un peu mis à associer. Pour conclure, donc j'ai tenté de discriminer de façon artificielle, tel que je ne le pense pas, schéma corporel et image du corps, à partir de ces deux vignettes, dans l'idée de soutenir que justement, on ne peut pas le faire. Même le lapsus vengeance pour revanche, le terme adéquat, ça serait revanche, même le lapsus vengeance pour revanche de Hector ne peut se voir de façon exclusive du côté pulsionalité, image du corps. Pour rappel, on a quand même toujours besoin d'un corps réel, concret, des cordes vocales, un diaphragme, des poumons pour parler. Certains qui pratiquent la psychanalyse nous expliquent que le corps n'a rien à faire dans l'histoire. La preuve, le corps est là et au calme. Eh bien justement, donc il est là, dans ces conditions-là, au calme. C'est-à-dire que certains arrivent à tirer certaines techniques jusqu'à nier l'existence d'un corps. Un corps couché, mis au calme, c'est un corps et ce sont les conditions réelles du corps qui cadrent le matériel clinique et les enjeux transférentiels qui vont arriver. Donc même pour faire un lapsus, nous avons toujours besoin du corps concret. Le jus, les os, la viande sont là. Le corps est colonisé par la pulsion, qui elle-même ne peut se passer du corps. Je vous ai rappelé tout à l'heure que la pulsionalité ancre ses fondations sur les besoins physiologiques et les relations à un autre secourable, corps à corps. Donc même sur le divan, le corps n'a pas disparu, il est là dans ces conditions particulières. Probablement que nous avons à nuancer, préciser comment une subjectivité, vous voyez, je renonce à schéma à image du corps, se développe en complexité. Mais selon moi, distinguer conceptuellement schéma corporel et image du corps se ferait au risque d'une réduction théorico-clinique. Tous les concepts le sont d'ailleurs dans nos théories, mais peut-être que là où nous en sommes, ça réduit beaucoup trop. Toutes nos conceptualisations, nos théorisations sont des risques de réduction. Mais là, ce serait un risque théorico-clinique qui appauvrit nos créativités, nos réflexions, et qui vient même en dénier de complexité. Ma proposition est de regénéraliser en parlant de représentation du corps, qui inclurait les qualités de transformation à discuter, et si ça va bien, j'ai attiré le challenge, je vous ai mis l'eau à la bouche pour des choses que je préciserai le 29 mars. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Laurent, pour ta présentation qu'on va maintenant pouvoir tranquillement discuter à plusieurs. Alors, je vais engager les premiers pas de danse, on va dire ça comme ça, pour lancer la réflexion avec les collègues de Corps et Psyché, puis avec les participants qui ont certainement des questions à te poser. Alors, c'est vrai que tu as pris le parti pris de pas forcément, un peu classiquement, comme on le fait, reprendre les référentiels théoriques habituels pour mettre la clinique sur le devant de la scène. Alors c'est vrai qu'il y aurait plein de choses dont j'aimerais discuter avec toi, mais je vais pas, on va pas le faire là, ici, maintenant, mais c'est vrai que sur certaines formules, terminologie, de schéma corporel, d'image du corps, j'aurais bien aimé te demander un peu quelle est ta culture, qu'est-ce qu'on t'en a transmis dans tes enseignements, parce que ces termes-là, bien entendu, ce sont des termes volants, fréquents dans les transmissions des enseignements en psychomotricité notamment et aussi en psychologie, et puis la façon dont on s'est les approprie dépend beaucoup de qui nous en a parlé, comment ça nous a été présenté, et c'est pris dans des enjeux transférentiels avec les enseignants qui nous ont amené ces éléments-là. Donc ça, c'est vrai que peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler à un autre moment
et c'est peut-être un peu décalé par rapport aux questions que se posent peut-être les collègues qui sont avec nous ce soir. Et c'est vrai aussi que tu as pris le parti de pas forcément redéfinir les concepts, mais il y a des formules peut-être où j'aurais aimé t'entendre un petit peu plus sur ce que tu entends. Voilà, quand tu parles d'enjeux d'apprentissage, plaisir, déplaisir, émotion, ajustement. Du côté du schéma corporel, et enjeux narcissiques, relation d'objets secondarisés, idéal, satisfaction pulsionnelle du côté de l'image du corps. Par rapport à moi, la façon dont je m'approprie les concepts, je m'aperçois que tu utilises des termes qui sont un petit peu différents, et tant mieux. Les concepts, comme tu dis, doivent être mobiles, mouvants, sinon on se retrouve piégé. Donc il y aura peut-être des choses qu'on pourra discuter ensemble dans d'autres temps, puis peut-être lors de la journée du 29, puisqu'on va reprendre un peu ces idées-là, et que je vais y aller aussi moi-même de mon refrain, et qu'il y aura avec nous aussi Eric Pirer, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, et la journée va s'ouvrir justement sur des échanges sur ces aspects conceptuels, en sachant que je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'on n'a pas tous les trois le même point de vue, et que ça ne nous empêchera pas de discuter en bonne intelligence à ce moment-là. Une fois ceci dit, c'est vrai que je trouve que de façon assez malicieuse, tu as choisi des cas cliniques qui détonnent un peu par rapport à ce qu'on trouve habituellement dans les études de cas où on parle de troubles de l'image du corps, de schéma corporel. Qu'est-ce qu'on trouve habituellement? Si je reprends un petit peu notre journée déjà très ancienne qui avait débouché sur l'élaboration d'un livre, on avait retrouvé des pathologies qu'on pourrait considérer, alors je dis ça en caricature, en plaisantant, un peu classique quand on parle de problèmes d'image du corps, schéma corporel, psychose, autisme, schizophrénie, anorexie mentale, tous ces éléments-là. Et toi, tu bottes un peu en touche en nous amenant des études de cas extrêmement complexes où on pourrait se dire qu'on est dans des conditions de fonctionnement peut-être plus névrotiques, mais quand je fais ça comme ça, je fais une espèce de raccourci qui n'est pas du tout respectueux de la complexité des situations que tu nous as amenées, puisqu'en effet, tu as pu entremêler à la fois et nous montrer les ressources psychiques qui sont présentes chez cette dame de 80 ans, chez cet adolescent, et nous montrer qu'il y avait quand même des aspects archaïques qui étaient présents derrière. Donc ça, je trouve que tu as particulièrement bien choisi et que c'est très atypique par rapport aux études de cas qu'on présente quand on veut faire vivre ces concepts, et je t'en remercie parce que vraiment déjà ça nous déloge des a priori et des habitudes un peu classiques qu'on a quand on aborde la question de l'image du corps, avec des études de cas tout à fait intéressantes et complexes. Et je ne peux que te rejoindre, même si en effet comme tu le sais, de par ma culture et par intérêt, je continue à manier les termes de schéma corporel, d'image du corps, mais quand je dis représentant, en tout cas, en l'état actuel, faute de mieux, on va dire les choses comme ça. Je trouve que l'axe fort quand même que tu amènes est cette vigilance à avoir par rapport au fait de ne pas commencer à découper les choses en tranches et à ramener la théorie trop rapidement sur le devant de la scène pour commencer à étiqueter, cataloguer un certain nombre de phénomènes qui sont hyper complexes, et parce qu'ils sont hyper complexes et parce que ça nous angoisse peut-être parce qu'on n'a pas tout compris à l'affaire, où on peut être tenté de dire, bah tiens, quand cet ado-là montre ça, ou quand cette personne âgée montre ça, là c'est l'image du corps, là c'est le schéma corporel, ou alors on fait une espèce de mixte consensuel en disant, bon, il y a un peu des deux, et puis voilà, ne partons pas fâchés, et on trouve un compromis acceptable. Et j'étais j'ai trouvé très parlant l'exemple que tu as ramené par rapport à cette réunion de synthèse là en institution où tu nous parlais, où en effet les collègues amènent du matériel clinique et puis estampillent d'une certaine manière les aspects image du corps, schéma corporel, et on sent que le dialogue d'ailleurs, comme tu dis, a pas forcément bien pris parce que chacun un peu avait l'air de camper sur sa position, avec l'idée comme ça que finalement des éléments cliniques, un dessin, un protocole de Rorschach donnerait une espèce d'effet d'ouverture où on verrait tous ces phénomènes éclairés comme ça, et on pourrait ramener les concepts très rapidement pour commencer à formaliser les choses et à comprendre ce qui se passe. Et ça, je te remercie pour ça, parce que c'est vrai que je m'identifie beaucoup à la vigilance dont tu parles, et je pense que quelquefois, sans m'en rendre compte, je pêche peut-être un peu,
peut-être pas forcément dans des écrits, mais quand je parle à des étudiants ou dans des formations, en effet, avec des raccourcis comme ça, où peut-être que je vais trop vite. Et qu'en effet, je commence à dire, voilà, l'enfant montre ça, ou nous raconte ça, ou présente tel ou tel dessin, on fait ça dans un jeu, et puis tac, tac, schéma corporel, image du corps, regardez comment ça s'illustre, et que peut-être que des fois, je devrais appuyer un petit peu sur le frein et me questionner un petit peu plus sur ce qui s'invite avec une forme de prudence. Et finalement, dans ce que je trouve qu'il ressort très fort dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas forcément nécessité, obligation impérieuse sur Moïse d'estampiller ces phénomènes avec un concept tout de suite derrière. Même si en effet, bon, on est tous, c'est un peu notre ADN, je pense, en tant que clinicien, de se dire qu'on reste pas dans quelque chose de trop flou et qu'on va essayer de conceptualiser pour peut-être pas être dans un truc trop insaisissable, peut-être pas être dans un ressenti trop subjectif, mais en même temps, si on commence à aller trop vite de ce côté-là et ramener des concepts, on peut aussi complètement passer la clinique dans une espèce de moulinette infernale qui fait qu'on perd en complexité et que finalement les concepts ils viennent après pour éclairer quelque chose et que c'est la clinique qui parle. Et je trouve que de façon tout à fait passionnante, tu nous as montré que le principal, c'est d'être à l'écoute, c'est d'accueillir ces manifestations, dans une dynamique transférentielle très habitée, telle que tu as pu le décrire, et que déjà, ça fait œuvre de représentation, de reprise, d'écho avec les patients, et qu'après, la théorisation, il faut se méfier de la plus-value qu'on pense y trouver, et qui n'est peut-être pas forcément, au rendez-vous. Donc vraiment, moi, je trouve que ce qui ressort de façon tout à fait majeure dans ce que tu présentes, ça se situe de ce côté-là. Alors après, c'est vrai que ce que tu dis, ce que tu décris se situe dans une forme de paradoxe, c'est-à-dire que euh, le modèle schéma corporel, image du corps un peu dichotomique avec ses zone de friction, j'ai envie de dire, et ses potentialités créatives, c'est vrai quand on l'utilise à l'aune de la clinique, il faut vraiment être très vigilant et se dire que c'est une modélisation qui sert un peu de boussole, mais pas du prêt-à-penser. Ça là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, bien malin est celui qui, dans des manifestations cliniques, peut dire « Ah tiens, ça c'est du schéma corporel, ah tiens, c'est l'image du corps », il y a surtout du corps qui s'exprime. Et si on va un petit peu plus loin et si on essaie de spécifier les choses, il faut faire très attention à ne pas se prendre les pieds dans le tapis et ça peut aller très très vite. Donc conceptualiser de façon dichotomique comme ça peut tenir, mais la clinique est sans cesse en train de renvoyer au paradoxe qu'il peut y avoir quand on met ces deux figures théoriques, j'ai envie de dire, face à face. Alors après, toute la question que j'ai envie de te poser, mais tu n'es pas obligé d'y répondre, et puis il faut qu'on se garde quelques munitions sur le coude pour notre journée du 29, c'est si on abrase les choses, si on fait le deuil de ces concepts-là, qu'est-ce que tu proposes? Ça, la question est très provocante. Alors, tu parles beaucoup de représentation. Alors, c'est vrai que ce terme-là, je pense qu'il est consensuel, mais dans le bon sens du terme, auprès des cliniciens quand on parle des statuts de représentation, c'est-à-dire que quand on utilise ce terme-là, on se dégage un peu des héritages ambigus, image du corps, schéma corporel, mais c'est vrai que alors je ne vais pas trop spoiler auprès des personnes qui sont avec nous, que dans ton ouvrage, que je remonte ici une nouvelle fois, Le corps comme seuil édité chez une presse, tu proposes des alternatives sur le plan théorique, avec notamment toute la question du statut des représentations corporelles. Tu n'en restes pas à ce seuil-là, j'ai envie de dire, de juste dire, on va utiliser le terme de représentation corporelle et puis l'affaire est réglée. Tu proposes quand même un certain nombre d'hypothèses qui sont un peu, je crois, je pourrais le dire, embryonnaires, en chantier, qui vont certainement se déployer, comme lorsque, par exemple, tu dis que nous considérons le corps comme un objet double pour la psyché, ça je te cite, à la fois externe et à la fois interne. C'est-à-dire que on sent que et tu nous en as témoigné quelque chose ce soir, que tu cherches une autre issue, en effet, pour pouvoir conceptualiser les choses et s'affranchir d'un héritage un peu pesant. Et dans cet ouvrage-là, tu proposes déjà, et j'imagine que dans d'autres écrits par la suite, tu vas poursuivre la trajectoire, tu vas nous proposer d'autres choses qui vont permettre peut-être d'avancer sur le sujet. Alors, tout ça, c'est un peu des commentaires que je pose là avec toi. Il y avait quelque chose, un aspect plus clinique que je souhaitais
sur lequel je souhaitais que tu m'éclaires. C'est-à-dire que là, dans ces 2 vignettes cliniques, études de cas que tu nous as présentées, je me demandais, alors évidemment que de ton côté, il y a une réceptivité, une écoute par rapport à tous ces enjeux corporels, mais sur le plan technique, je me demandais du coup jusqu'où tu pouvais éventuellement solliciter Réa et Hector pour qu'ils parlent de leur corps, pour qu'ils t'en disent quelque chose et se dégager un petit peu de la dimension agie qui s'invite dans tous les exemples que tu nous as donnés, et savoir comment toi, tu envisageais d'une manière générale, mais peut-être à partir de ces études de cas, la façon dont tu peux leur en dire quelque chose de là où ils en sont à ce niveau-là. C'est un aspect un peu technique, tu vois, par rapport à... Parce qu'au niveau des axes d'analyse que tu proposes, moi je te suis bien volontiers, c'est tout à fait convaincant avec cette pluralité sémantique qu'il peut y avoir derrière les symptômes. Mais du coup, je me disais, sur le plan technique, alors la question de l'image du corps, du schéma corporel n'est pas loin dans le périmètre. Est-ce que tu les questionnes? Est-ce que tu leur demandes de t'en dire plus? Est-ce que tu t'astreins à rester à l'écoute de manifestations comme ça et à pas trop en faire, on va dire entre guillemets, et pas trop venir les chercher sur cette zone-là, et à travers des questionnements, et est-ce que tu l'interprètes quelquefois verbalement? Comment tu le manies en retour? Pensez notamment, tu vois, mais bon, ça va faire truc de psy, hein, quand je le dis comme ça, je préfère prévenir à l'avance. Cette question de l'ablation du pancréas pour Hector, quelle place ça a, par exemple, dans votre travail? Quelle représentation gravite autour? Est-ce que c'est un périmètre que tu as pu un peu aborder avec lui, toucher, ou est-ce que c'est une zone extrêmement sensible? Tu vois, c'est plutôt de ton côté à toi, les relances que tu leur proposes pour essayer peut-être de passer un peu plus par les mots, par la symbolisation secondaire, et éventuellement toi, qu'est-ce que tu leur prêtes comme représentation pour les accompagner en tant que clinicien? C'est un peu là-dessus, j'avais envie de te questionner. Voilà, outre toutes les remarques là, un peu longues que j'ai faites, c'est promis. Après, je me tais, je laisse la parole aux autres. Oui. Avant de répondre sur la technique, 2 commentaires très rapides sur le vocabulaire. Je reconnais, j'ai caricaturé moi-même pour servir mon propos sur schéma corporel, image du corps. Hein. Voilà. Bien. Ensuite, quand tu évoques la culture et les enseignants, alors association libre, il m'est venu un souvenir de ma formation initiale en psychomotricité de Raymond Murcia, qui a beaucoup trop peu écrit, un prof de sport puis psychologue, qui a trop peu écrit, et j'ai eu la chance de pouvoir avoir dans les doigts son mémoire de STAPS, de sciences du sport. Il fait 2 choses, Raymond Murcia. Il invite la psychomotricité à aller vers la complexité, en nous mettant en garde précisément dans son mémoire de STAPS sur le terme de schéma corporel et image du corps. Il dit aux psychomotriciens, vous n'avez pas le choix, ce sera la complexité où vous serez réduit vous-même à une réduction théorico-clinique, parce qu'il nous dit, si vous utilisez schéma corporel et image du corps, vous importez de champs théoriques des concepts qui peuvent être très intéressants, mais qui vous empêcher à vous de penser la complexité. Donc, je rajoute à l'anatomiste Vézal, Raymond Murcia, et alors c'est dommage, alors j'avais réussi, je ne sais pas si on peut encore avoir, j'avais réussi à me faire prêter ce mémoire qui est en STAPS, il doit toujours se trouver dans une archive quelque part, donc Raymond Murcia, il a dû faire ce mémoire au début des années 80. Donc Raymond Murcia, donc prof de sport, psychologue, qui est enseignant en psychomotricité, et puis surtout féru de Eutonie Kinomichi, pour vous donner l'ambiance pratique clinique. Donc, tu vois, dans mon association libre, c'est Raymond Murcia qui est arrivé sur la culture, etc. Bon. Au niveau technique, pour Réa, c'est assez facile parce qu'elle est assez autonome pour prendre attention à elle-même, relancer, jongler entre symbolisation secondaire et primaire. Elle fait des allers-retours elle-même. Donc, je peux lui faire des remarques sur la main au ventre, etc. Ça lui fait penser à un autre truc, elle réassocie, elle trébuche, elle en fait un commentaire ou pas. Donc, elle, je la laisse faire. C'est un cadre technique d'intervention très verbale de mon côté et on dirait qu'elle-même, elle habite une complexité dans laquelle elle jongle. Hector, c'est une autre paire de manches. Il veut rien dire, associé sur rien, il veut bien venir en me mettant en garde, il y a une zone dont il ne faut pas parler. Bon, ça me fait penser à notre enfant qui est adopté du Brésil, qui m'avait dit, je t'avertis, on ne parle pas du Brésil. Il me dit, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te montrer comment je fais la capoeira et on va jouer au football.
Donc, il y a une espèce de truc comme ça, il faut accepter le décalage. Ce qui se passe avec Hector, ce qui se passe aussi avec pas mal d'enfants plus jeunes, avec les adolescents, je me méfie au côté resexualisation, excitation, mais je suis plus à l'aise. Hector, c'est une espèce d'âge maximum pour lequel je m'aventure là-dedans. C'est-à-dire que quand il y a un début d'associativité qui peut s'enrichir au niveau du matériel, qui a l'air corporel, et ou qui relie du corporel avec du verbal, il peut m'arriver d'exiger une modification de cadre, ce que j'ai fait avec Hector, que j'appelle un sevrage des excitations, c'est-à-dire au risque d'une excitation réelle, je peux dire à quelqu'un, ce qui est arrivé avec Hector, écoute, là où nous en sommes, tu vas encore faire le truc des scrims, mais tu t'es bien rendu compte, là, ça fait plusieurs séances, plusieurs semaines, qu'on a plein d'idées qui nous viennent, ça nous a été très utile, mais ce qu'il va falloir faire, donc j'en dis quelque chose, pour pas que ça soit un passage à l'acte, je lui en dis quelque chose. Ce que maintenant nous allons faire, c'est que nous n'allons plus utiliser ce truc-là, nous allons nous en passer. Donc j'appelle ça un sevrage d'excitation. Et donc j'ai pu relancer à Hector les épées violentes. Les violences douces, on est arrivé aussi au chirurgien, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a des coupures qui peuvent servir à sauver quelqu'un. Il y a des pertes qui peuvent permettre de gagner. Donc moi, j'ai pu à un moment donné lui dire quelque chose, lui faire un commentaire qui reliait le jeu d'escrime, le transfert avec moi et le dessin de ces armes-là. Ce qui s'est passé sur la fin du travail, avec Hector, les 6 derniers mois, nous étions exclusivement au fauteuil, lui et moi, qui était une période dans laquelle il s'est mis à questionner sa mère sur son père, c'est-à-dire j'entendais une recherche d'image parentale paternelle, et comme sa mère refusait de lui répondre, il a eu une autre idée, il est allé chercher ses grands-parents paternels, avec qui il avait gardé de lointains contacts. Il a appris tout un tas de trucs de son père, c'est-à-dire son père, c'est certes un mec qui a été violent, emprisonné et qui lui a explosé le pancréas, mais c'était aussi un homme qui avait un oncle qui aimait tel sport, qui s'est remarié, qui a déménagé à tel endroit, et dont il a aussi appris le vrai prénom de son père. Il s'est rendu compte qu'il s'était construit un faux prénom, enfin un prénom qui n'était pas un prénom réel de son père. Donc une transformation d'image paternelle. Donc oui, je peux relancer dans le jeu, et même il y a des interprétations qui se font en acte, c'est-à-dire que je peux dire à un moment du jeu, non, on ne fait pas la revanche aujourd'hui. Ça me fait penser à ça, de ce dont on a parlé l'autre fois. Ça vaut le coup qu'on s'arrête un petit peu et qu'on se pose des questions là-dessus. J'ai pu interpréter que peut-être il s'était inquiété. Une fois j'étais malade, j'étais un peu grippé, et moi, l'interprétation que j'ai proposée, c'est qu'il s'était demandé s'il m'avait coupé en deux la dernière fois. Des choses comme ça. C'est-à-dire, le matériel clinique, quelle que soit sa qualité, qui peut être très corporelle ou en jeu, c'est le modèle du jeu, peut être traduit dans une proposition verbale. C'est ce qui se passe en psychanalyse d'enfant avec le modèle du jeu. C'est-à-dire, si c'est jouable, c'est supportable et ça peut se transformer en autre chose. C'est déjà pas mal. Hein, c'est plus le père qui lui expose le pancréas ou le chirurgien qui doit lui sauver la vie. C'est jouable, c'est supportable. Je ne sais pas si ça répond au niveau technique.